Vous, président du conseil régional du Sud, à quoi ça renvoie, n'est-ce pas, le conseil des disciplines du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Signal d'alerte ou simple avertissement? Nous parlons bel et bien du conseil des disciplines du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce sera le premier sujet à l'ordre du jour. Le deuxième sujet va nous intéresser, va vous intéresser également. Nous parlerons de l'insalubrité Yaoundé, enquête d'une image propre. C'est la question que nous pouvons nous poser après, n'est-ce pas, que le ministre de l'administration territoriale, Paul Latangandji, reçu donc et réuni à ses côtés les 7 maires de la ville de Yaoundé, y compris le maire, le grand maire de la ville de Yaoundé, pour, n'est-ce pas, trouver des voies et des solutions en ce qui concerne la propriété dans la ville de Yaoundé. En ce moment, doit-on encore parler de Yaoundé qui est à la recherche d'une image, d'une ville propre? Nous parlerons avec nos invités ce soir. Nos invités qui arrivent à compte-gouttes, oui, une grande pluie, une grosse pluie qui nous surprend en pleine saison sèche, mais quand même, les plus disciplinés sont là. Je vais commencer à saluer, n'est-ce pas, Sa Majesté. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Cela fait belle lurette, Sa Majesté. Tous mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année et heureux de vous retrouver sur votre plateau en compagnie de frères que je n'ai pas vus non plus depuis un moment. J'ai eu beaucoup de difficultés en préparant cette émission. Fallait-il vous mettre homme politique, Sa Majesté, ou alors l'homme du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Je suis d'abord... Ou alors journaliste, parce que c'est ça qui était en premier. Je suis d'abord camerounais, oui, citoyen camerounais, et donc la diversité des statuts ne change rien à ce qui est fondamental. Je suis citoyen camerounais, donc un peu concerné par tout ce qui se passe autour de nous, plus ou moins proche de moi, plus ou moins proche de mes sensibilités, mais enfin, intéressé, je suis père, grand-père, pour toutes ces raisons-là. Je dois m'intéresser à tout ce qui se passe au sein du RDPC, au sein de tous les partis, dans la société globalement. Donc, oui, je suis tout ce que vous avez dit, et je suis surtout citoyen camerounais, vous êtes Sa chef Majesté, de mon village. Pour commencer, Sa Majesté. Chef de mon village, oui. Chef de votre village, quelque part à Hawaï. Le village s'appelle Ngonoua, dans l'arrondissement d'Isseux. Isseux. Voilà. Vous êtes également ancien fonctionnaire. Vous êtes journaliste. Vous demeurez journaliste. Je crois qu'à côté de mon titre de chef, avec lequel je suis un peu né, je crois que je demeurerai journaliste jusqu'à la fin de mes jours. Si le reste passe plus vite. S'il y a des gens qui nous ont amenés dans ce métier, il y a vous, Alphonse Atebani. Ah bon? Je n'étais pas au courant, vous me faites beaucoup d'honneur, merci. J'espère que d'autres suivront votre mauvais chemin. Voilà. Et à côté de cela, nous avons constaté que vous n'êtes pas simplement journaliste, vous n'êtes pas simplement chef traditionnel, vous êtes également homme politique, raison pour laquelle mon réalisateur et moi avons décidé de mettre Sa Majesté Alphonse Atebani. Homme politique, je ne sais pas, je suis animateur de communauté. Et je me mêle de tout ce qui concerne ma communauté, y compris la politique, y compris l'agriculture, y compris les sports, tout ce qui concerne ma communauté me concerne par conséquent. Sa Majesté a voté lors des dernières présidentielles. J'ai voté au présidentiel et j'ai voté au régional. Ok. Je ne vais pas vous poser la question qui vous avez voté. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai voté un chef, j'ai voté le Cameroun. Vous avez voté un chef, c'est compris. Merci, merci Sa Majesté. À tous les deux moments, hein, parce que M. Paul Biya est d'abord le Nomgui. Donc, quand vous avez voté Paul Biya. Quand les Mengi s'assiedent, il est parmi les Nomgui. Donc, à ce titre, j'ai voté. Au régional, j'ai voté également dans le collège des chefs traditionnels. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. À chaque fois, j'ai fait appel à vous. Vous répondez présent, sauf en cas de force majeure. Merci. Merci. Et nous allons accueillir quelqu'un d'autre. Une figure bien connue, n'est-ce pas, de la politique camerounaise et des médias camerounais. Saint-Éloi Bidou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Omar. Merci pour l'invitation. Merci pour la convivialité avec laquelle vous conduisez vos débats.
Merci à mes panélistes. Bonsoir. Et bien des choses à dire sur le studio. La dernière fois que j'étais ici, il n'était pas comme ça. Et on se croirait dans un studio en Europe. Alors je voudrais tirer mon chapeau à M. Mvin, qui est un grand frère et ami, promoteur de cette chaîne de télévision, et de continuer à avancer. Et ça prouve que les choses marchent. Même si ça marche comme l'on pense, le PDG essaie de mettre les petits bouts plats dans les grands, essayer de faire avancer. Vous avez apprécié le studio. Voilà, c'est la nouvelle donne. Maintenant, Info TV 2026, tout le monde doit être à l'aise. J'espère que vous l'êtes. De toutes les façons, quand on voit les évolutions à l'intérieur de la maison, on est en droit de se poser la question de savoir s'il y aura désormais une redistribution des fruits de la croissance au niveau des invités. Ça, pas mal comme préoccupation. Donc, je lui dis bravo. Merci, cette loi. Bidou, vous aussi, nous avons eu quelques difficultés à coller, n'est-ce pas, l'étiquette sur vous. RDPC, nous avons dit non, parce que apparemment, il y a un parti politique en gestation venant de vous, mais pourtant, nous savons que vous avez longtemps été militant du Rassemblement du RDPC, le parti au pouvoir. Mais quand même, nous avons trouvé utile de vous annoncer comme homme politique. Et je rappelle que nous parlerons ce soir du Conseil des disciplines. Ça vous dit quelque chose? Tout à fait, ça me dit beaucoup de choses. Je suis le premier militant qu'on a exclu du RDPC. Exclu? Exclu du RDPC. Parce qu'avant, ça ne s'était pas produit. Quand Mila Souté a commis le livre blanc, on ne l'a pas sanctionné. Il n'a pas été exclu. Mais pour avoir posé un acte démocratique, c'est pourquoi le président Biya, nous a-t-il dit, s'est battu pendant plus de 40 ans, et pour avoir posé cet acte, osé se porter candidat à la super mairie, alors que, semble-t-il, parce qu'il n'y a aucune preuve visible, que le RDPC, le président national, M. Biya, avait déjà désigné le super maire actuel. Or, le président Biya lui-même nous a dit qu'il souhaiterait qu'on... On en parlera dans cette émission. Nous allons parler, n'est-ce pas, du Conseil de discipline. Et j'ai voulu glisser un autre sujet, mais qui viendra peut-être dans le gros sujet à l'ordre du jour, les désignations. Ou alors, comment est-ce qu'on copte les candidats, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau chez les députés ou même les conseillers municipaux. On en parle, n'est-ce pas, on en parlera dans cette émission. Merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. C'était Éloi Bidoum. Lui, il est déjà là. Depuis est bien installé. Christian Noël Kaldop, Christian Noël Kaldop. Voilà. J'y parviens. Bonsoir. Oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité une fois de plus. Merci à mes co-discutants. Je voudrais profiter pour dire bonjour particulier à un grand monsieur, le ministre des Transports, monsieur Jean-Ernest Marcelanga Libéré, pour ce qui fait beaucoup dans notre département de la Sénégal-Maritime dont je suis originaire, puisque avec l'excellence académique, les enfants aujourd'hui et un grand nombre d'enfants sont soutenus par la main tendue qui est une structure, une ONG qui est soutenue par lui-même. Donc je voudrais saluer en passant ce monsieur et saluer tous ceux qui regardent Info TV. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, mais vous êtes là ce soir comme société civile, celui-là
qui analyse les choses froidement. Et je rappelle aux téléspectateurs que reste attendu Jean-Paul Ntchengue. Il est, n'est-ce pas, expert électoral en ce qui concerne donc les élections. Il est expert. Il sera des nôtres. Ne vous en faites pas. Il sera là. Et puis Yaya Bello de l'UNDP. Il reste donc attendu. Mais tout de suite et maintenant, très rapidement, nous allons faire le premier tour de table avec le premier sujet qui pique un peu. Je sais que lorsque je vous invite, vous voyez les sujets ce matin, je vous envoyais les sujets, il y avait, n'est-ce pas, le problème, n'est-ce pas, du blocage, n'est-ce pas, des ministres en ce qui concerne donc le renouvellement au niveau des ministres, le remaniement ministériel. Qu'est-ce qui bloque? Très rapidement, nous allons le faire. Alphonse Atebandoumou, le président de la République, nomme Guy, et puis chef traditionnel comme vous, annonçait donc le 31 décembre dernier le remaniement ministériel dans les jours qui suivent. Je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez ce terme de dans les jours qui suivent, dans les prochains jours. Nous sommes presque en fin janvier, pas de remaniement ministériel. Qu'est-ce qui coince? Je ne sais pas si quelque chose coince. Disons simplement que souvent, lorsqu'on entend avec impatience un invité, on confond parfois les battements de son cœur avec le bruit de ses pas. Je ne sais pas si... Soyez plus explicite pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent puissent comprendre. Je dis simplement que je n'ai pas le sentiment que quelque chose coince. Je ne sais pas qu'est-ce qui coincerait. Je n'ai pas le sentiment que quelque chose coince. J'ai seulement le sentiment qu'on attend. On attend. On attend. Bon, je pourrais peut-être poser à votre suite, je recentrerai votre question sur un problème de dialogue démocratique en termes de perception. Il est peut-être bon... Toujours sur le remaniement ministériel? Tout à fait. Allons-y. Il est peut-être bon que l'hégémon suprême pense parfois à la manière dont son action est perçue par le commun des mortels. Il peut avoir de bonnes raisons de sortir le gouvernement quand il veut, mais lorsqu'on voit la réaction cette semaine du GICAM, je crois, qui invitait à la sortie dans les mers délais du gouvernement parce que les investisseurs et les affaires ont été un peu bloquées, pour moi, ça pose seulement un problème de perception. Il est bon que, au moment où le chef de l'État place son septennat sous le signe de la grandeur de l'espérance avec les jeunes et les femmes, qu'un effort peut-être soit fait pour que la perception de cette vision rejoigne certaines attentes communes, comme celle du gouvernement, parce que certains l'auraient voulu plus tôt, parfois même avant la dernière élection présidentielle. Et on peut donc comprendre que beaucoup aujourd'hui manifestent comme de l'impatience. Mais comme je vous l'ai dit, ce que moi je perçois... Parmi ceux-là qui manifestent cette impatience, il y a moi. Il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez raison, puisque vous êtes... Qu'est-ce qui coince? Enfin, je ne sais, je vous ai dit, je ne sais pas si quelque chose coince. Moi, je pose simplement un problème de perception en invitant la superstructure étatique à prendre en compte le fait que lorsque une attente se prolonge, elle est de nature à générer des interprétations hasardeuses. Je ne peux pas dire quelque chose coince, je ne vois pas ce qui coince. Je dis simplement, je me positionne du point de vue de l'expert des questions de communication que je suis pour dire que vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi ça coince. Si vous permettez que je continue, je dis que je ne peux pas savoir si ça coince. Vos 1 minute 30. Je ne sais pas si ça coince ou pas. Je vous dis que comme expert des questions de communication, j'inviterai simplement la superstructure étatique à prendre en compte la position de celui qui attend longtemps et qui a le sentiment de ne pas être compris.
cette longue attente est de nature à générer des interprétations hasardeuses. C'est à ce niveau-là que mon problème se situe. Okay. Quant à avoir le sentiment que ça coince, je ne l'ai pas. Okay. J'ai seulement le sentiment que la longue attente peut devenir difficile à gérer du point de vue des interprétations hasardeuses qu'elle génère. Merci. Enfin, la question d'ouverture de votre programme, elle est un révélateur d'interprétations hasardeuses. Merci Alphonse Atebandoumou. Voilà. Merci bien. Je veux faire appel à quelqu'un d'autre. C'est Éloi Bidou, de la philosophie qui vient de nous être exposée tout à l'heure par Alphonse Atebandoumou. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Si oui, quoi? Et maintenant, je vous pose la question. Le remaniement, tant annoncé et tant voulu par les Camerounais, a été promis par le président de la République le 31 décembre dernier. Jusqu'alors, rien n'est fait. Vous savez, monsieur Omba, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Le remaniement que vous attendez, qui a intérêt à ce qu'il y ait un remaniement? C'est lui qui fait le remaniement ou ceux qui accompagnent, c'est lui qui fait le remaniement? Non. Soyons lucides. Le coup d'État a eu lieu depuis. Le président a perdu la main. Pourquoi vous ne voulez pas voir ça? Le président a fait 7 ans sans remanier l'équipe gouvernementale. Il a fait 7 ans sans réunir l'équipe gouvernementale. Voilà par exemple l'acte de souveraineté que seul le président peut poser. Le président a fait presque 7 ans sans réunir le Conseil supérieur de la magistrature. Il est seul à pouvoir convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne l'a pas fait. Alors, voilà donc des actes, des actes qui sont à la discrétion du président de la République et qui ne sont pas posés. Et on continue à nous faire croire qu'il faut avoir de l'espérance que le président pourra se ressaisir. Non. Si c'est un coup d'État, il a déjà eu lieu. Le président est écarté. Il y a eu un président au monde que tout le monde connaît, le président Bourguiba. Il avait pris de l'âge et il ne contrôlait plus rien. On est même allé jusqu'à le mettre en confinement, en isolement. Non. Il faut que les Camerounais comprennent que le président a de fait démissionné. Vous voulez dire que Alphonse Atebandoumou refuse de voir avec ses yeux? Non, en tout cas, chacun fait son rendu, le rendu de ses ressentiments avec ses mots. Mais je dis que... Qu'est-ce qui coince alors? Non, rien ne coince, il ne faut rien attendre. Le président est fatigué. Le président a subi toute forme de coup d'État. Le coup d'État administratif a eu lieu le jour qu'il a signé et une délégation de signature permanente au secrétaire, au ministre d'État, secrétaire général, avec discrimination des dossiers à lui présenter. Alors, sur le plan administratif, le coup d'État administratif a eu lieu. Le président est coupé de l'administration. Il ne sait pas. Attendez, ça n'engage que moi. Le coup d'État économique a eu lieu. Les gens se sont assis, ils se sont partagés les secteurs de l'économie. D'autres ont choisi le pétrole, d'autres ont choisi l'argent, d'autres... Non, le coup d'État juridique a eu lieu. C'est-à-dire que les décisions des tribunaux sont devenues contestables. Il y a quand même un juge dans ce pays qui a libéré M. Atangana Mebara. Et on n'a jamais exécuté cette décision. Il y a un juge, colonel d'armée, qui a libéré Jean-Pierre Amougou-Belinga. On n'a pas appliqué cette décision. Et vous allez vouloir que ça s'applique chez qui? Sur qui? Et pourquoi? Non. Il faut se dire que, avec des complicités internes, le président, lui, qui nous a habitués au fonctionnement par embuscade, et je vais même vous dire,
quelque chose qui démontre à suffisance que le président a perdu la main. Le président n'a jamais dit aux Camerounais ce qu'il va faire. Parce qu'il ne fait jamais ce qu'il a dit. Ah. Et là maintenant, on met dans un discours que le président, dans les prochains jours, va faire un remaniement ministériel. Nous étions à l'école. On n'est pas des maçons. Ok. Les prochains jours, ça signifie quoi? Si on se situe au 31 décembre 2020, c'est pas les prochains jours. Ok. Ce sont les prochains Merci jours. bien. Merci bien, monsieur Éloi Bidoum. J'ai posé la question tout à l'heure à Sa Majesté. Les prochains jours, parce que je rappelle que je reste son élève, son étudiant, parce que quand nous avons eu quelqu'un qui nous a inspiré à devenir journaliste, lorsque vous dites dans les prochains jours, remaniement ministériel, alors à quoi cela le président fonctionne essentiellement par on vous a suivi, on vous a suivi. Je rappelle, nous allons, nous le disons et nous l'accueillons tout de suite et maintenant. Il était en route, malgré la forte pluie qui surprend tout le monde en pleine saison sèche. Jean-Paul Nchenke, bonsoir. Bonsoir, M. Ongba. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui suis honoré, merci. Ok. Vous êtes expert, expert électoral. Entre autres. Oui, entre autres. Oui, il y a d'autres fonctions que l'on ne peut pas énumérer ici. Je rappelle que vous avez été longtemps conseiller à Ilekam. Technique numéro 1. Conseiller technique numéro 1 à Ilekam. Avec vous, nous allons essayer de comprendre beaucoup de choses sur les élections. Mais revoir les ministres, ou alors les ministres qui sont en fonction, ou alors en ce qui concerne donc revoir, n'est-ce pas, ces ministères-là, cela n'est pas une élection. Hein? C'est quand même le président de la République qui décide en ce qui concerne donc le remaniement ministériel. Parce qu'on n'a pas parlé de... On a parlé d'un remaniement ministériel. Depuis 2000... Enfin, il y en a depuis 6 ans qui sont en poste. Et peut-être d'autres, plus de 20 ans, qui sont en poste et qui occupent le même poste. Parce qu'il faut quand même le dire. Être en poste, c'est que vous pouvez être ministre des postes et télécommunications aujourd'hui. Demain, vous êtes ministre de la communication. Après-demain, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur. Mais il y en a qui occupent le même poste depuis plus de 20 ans. Le président de la République, et puis avec, n'est-ce pas, la base, la population, celle-là qui a élu le président, attendait, n'est-ce pas, un remaniement ministériel. Le président de la République a promis le 31 décembre ce remaniement. Et il a dit dans les prochains jours. Beaucoup croyaient même que, en ce qui concerne les vœux de Nouvel An, ça devait être la nouvelle équipe. Comment comprendre, n'est-ce pas, que jusqu'à presque à la fin du mois de janvier, qu'on n'ait pas d'un nouveau remaniement? Merci de me passer la parole. Là, je vais parler en tant que spécialiste de l'institution présidentielle. Parce que, vous le savez peut-être, j'ai écrit un livre, Le président de la République, mythe et réalité du pouvoir exécutif. Et donc, sous l'éclairage de ce que j'ai étudié, je peux dire, déjà pour aller à l'encontre de ce que vient de dire M. Saint-Éloi, qui parlait de la délégation permanente des signatures, pour indiquer qu'il s'agit d'une pratique, d'une technique administrative de gestion des affaires de l'État dans toutes les républiques du monde. La délégation des signatures est accordée à un haut responsable de l'administration de l'État, de la présidente de la République, qui, dans le cas qui nous concerne ici, est le secrétaire général
de la présidente de la République. Vous verrez, dans toutes les démocraties du monde, au Cameroun, en France, aux États-Unis, les États-Unis étant d'ailleurs le point de mire en matière de gestion de gestion de l'exécutif présidentiel. Donc, il y a une délégation permanente de signature, et les délégations permanentes de signature, dans le cas particulier du Cameroun, existent depuis que la République existe. Tous les secrétaires généraux de la présidence de la République, y compris le président de la République, Paul Biya lui-même, lorsque il a occupé ses fonctions de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, bénéficiait d'une délégation permanente de signature, avec pouvoir de discriminer les dossiers apportés à la très haute attention du président de la République. Okay. Donc, la délégation de signature ne cause aucun problème. Ne cause aucun problème. Et maintenant, en ce qui concerne l'attente du remaniement, je pense pour ma part que le président de la République a dit dans les prochains jours. Oui. Nous sommes encore... Jusqu'à quand situez-vous ces prochains jours? Non, je ne peux pas... 31 décembre 2026, par exemple. Je ne peux pas les situer parce que la nomination des membres du gouvernement relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. À moins d'être dans les secrets des dieux, nul ne peut effectivement dire, de la même manière qu'il y a une époque, il a parlé de certains. Les élections sont certaines et lointaines. Certaines et lointaines. Non, vous êtes expert de questions. Non, on ne peut pas laisser passer de vous n'êtes pas venu justifier. J'ai pas arrêté qu'il a ce que je mettais. Il est en train de... Non, vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez pas. Non, vous ne maîtrisez pas. S'il vous plaît. Bon, ok. S'il vous plaît, je vais poser la question à M. Sen. Est-ce que pose des questions ici. Est-ce que le président Paul Biya n'a pas bénéficié de cette délégation de signature? Oh, ça c'est un détail, c'est un mode de gouvernance. Un mode de gouvernance retrouvable aujourd'hui, monsieur. Jean-Paul, il est dépassé. Vous allez jusqu'au bout. Alors, moi je ne suis pas un homme politique. Je voudrais déjà le préciser. Je n'appartiens à aucune chapelle politique. Je veux vous poser une question. Je vais vous poser une question. Voilà. Alors, s'il vous plaît, permettez. Alors, à quand peut-on attendre, n'est-ce pas, le renouvellement de la classe politique, notamment, n'est-ce pas, le remaniement ministériel dans un pays? Alors, je vous donne un avis objectif et technique. Oui. Je suis analyste politique, et à ce titre-là, j'ai essayé d'observer, et il me semble que le double scrutin qui est à venir est un événement politique si important qu'il serait délicat pour le président de la République de faire le remaniement en ce moment. De faire le remaniement, parce que une redistribution des cartes aujourd'hui ne garantirait pas la maîtrise du terrain. Or, nous sommes ici dans un double scrutin qui concerne des élections locales. Okay. La maîtrise du terrain est essentielle au niveau local. On doit encore attendre, selon vous? Non, c'est une analyse, hein, c'est un avis qui n'engage que moi. C'est un avis, c'est pas une analyse. Je pense, monsieur... Allons-y, monsieur. Je suis enseignant par ailleurs. Jean-Paul, allons-y. Non, vous chutez, s'il vous plaît. C'est un avis, c'est pas une analyse. Si vous permettez que je chute, bon, c'est un avis. Voilà. C'est un avis, mais qui part d'une analyse. Qui part d'une analyse du contexte politique. Des bas étages. Alors, je redis ceci. Cette situation-là peut expliquer, je ne dis pas que c'est elle qui explique le retard pris, mais... L'attente, n'est-ce pas, des législatives municipales? Oui, ça peut expliquer. Okay. Mais venir marteler ici que le président, il y a eu coup d'état scientifique, je ne sais pas depuis combien d'années je l'entends. Il a dit qu'il prenait sur lui. Bon, il prenne sur lui, mais coup d'état scientifique, vous ne fréquentez pas le président de la République. On vous a suivi, Jean-Paul. Vous ne travaillez pas avec Monsieur le quotidien et vous ne pouvez donc pas on vous a bien suivi, merci.
Merci. Et Yaya Bello nous a retrouvés sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, bonsoir, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de L'UNDP se porte bien? Très bien. Ok. Bien, ok. Vous irez aux élections législatives et municipales? C'est pas une question qui devrait se poser. Ok. Parce qu'un parti politique... C'est une question en passant. Non, il ne faut pas que ce soit une question. Parce qu'un parti politique... C'est moi qui vous pose la question. Vous avez dit que vous irez aux élections. Mais maintenant, ma préoccupation, c'est est-ce que Bello Bouba, par exemple, compte revenir au gouvernement? Il y a un remaniement qui est attendu, qui est promis par le président de la République. Vous êtes impatient de voir ce nouveau gouvernement au sein de l'UNDP? Non, ce n'est pas notre priorité. En réalité, notre priorité, c'est la préparation des échéances électorales qui arrivent, notamment les municipales et législatives de 2026, dont le corps électoral peut être convoqué autour du 9 février 2026, si on reste sur le calendrier légal. Donc, c'est ça notre préoccupation, parce que nous sommes allés à la présidentielle, les Camerounais se sont exprimés, on a perçu, on a capté le message des Camerounais. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer une réponse par rapport à leurs préoccupations. Le remaniement ministériel n'est pas une préoccupation pour vous? Les élections locales sont très importantes parce que... On en parle. Dans un État unité décentralisé, le développement s'est conçu à la base. Vous allez le dire tout à l'heure. Monsieur Kaldjo, nous allons sortir avec vous parce que je sais que les esprits, je constate que les esprits commencent déjà à s'échauffer. Non, allons-y, monsieur Kaldjo. Le remaniement, ça coince, ça bloque. Y a-t-il une raison? Non, pour moi, vous savez, le temps du chef de l'État n'est pas notre temps. Vous savez, le pouvoir que le chef de l'État a, il connaît à quel moment prendre telle ou telle décision. Mais le problème, ce n'est pas cela. Vous savez, ceux qui analysent souvent le discours du chef de l'État, il y a toujours une adéquation entre le discours du... une adéquation entre ce qu'on pense et ce qu'il dit. Mais regardez un peu, lorsque... on attend beaucoup plus durant le discours du 10 février. S'il y a beaucoup de choses qu'on a dit le 31 décembre, et on n'a pas vu ça le 11 février, il y aura des réponses. Donc pour moi, s'il fallait les changements, c'est le changement jusqu'au niveau du 10 février. Mais maintenant, est-ce que tout ce qu'il a dit par rapport aux jeunes et aux femmes se limite seulement au niveau du 31 décembre au 10 février? Mais la question qu'on se pose de manière réelle, c'est que les prochains jours, est-ce que c'est important maintenant? Mon co-panéliste a bien précisé que pour un parti politique qui se veut grand, est-ce que c'est un bon choix de faire le remaniement maintenant? Je pense que ce n'est pas le meilleur choix, mais si le chef de l'État l'a mentionné dans son discours, ça veut dire qu'il y aura le remaniement et attendons seulement. Ok, nous allons sortir. C'était une mise à bouche, mais qui est une mise à bouche assez passionnante. Mais beaucoup de gens ont réagi. Bonsoir à vous sur le plateau, juste pour me plaindre de la piètre façon avec laquelle certains invités, nous allons revenir peut-être sur autre sujet. Bonsoir mon cher Prince, je suis d'accord pour une fois avec Saint-Éloi Bidoum. Ça fait 43 ans que M. Biya est président, lequel de ces gouvernements a été performant en 43 ans. Aucun, il ne faut rien attendre du remaniement ministériel. Le président Biya est fatigué, il a 93 ans. Il ne faut plus rien attendre. Le soi-disant... Non, je ne peux pas vous permettre de le dire. Tout de même, ce sont mes invités. Bonsoir, Monsieur Oumba. Bonsoir à vos invités. Les sujets inscrits à l'ordre du jour sont d'une grande pertinence. Monsieur Oumba, laissez ou abandonner votre administration pour Sa Majesté Alphonse Atebandoumou et présentez-nous l'émission, s'il vous plaît.
Simon Dunkwaban. Monsieur le maire Saint-Éloi Bidoum, merci pour votre analyse. Bonne émission. Merci à vous et également. Autre réaction reçue. Bonsoir, monsieur Omba, le RDPC vous dit que le président Biya est maître du temps et qu'il n'a aucun devoir de recevabilité envers les abords, quelque chose comme ça. Les aboyeurs. Peut-être qu'il n'a pas achevé son message. Bonsoir, le grand soir. Nous, Camerounais, sommes déçus de notre pays. C'est de l'intérêt dans le monde où un gouvernement fait 2 mandats. Le Cameroun a cessé d'être un pays avec un fonctionnement antipathique à nul autre pareil. Je crois que nous allons arrêter quand même là. Il y a beaucoup de messages ce soir. Mais quand même, comment ne pas prendre le message de notre ami Massork Thomas qui dit « Mon arrière-petit beau-fils, je n'oublie pas mon beau Bidoum, Dunion et Mfumu, mes amis Nkunkuma, Émile et Ateba, sans oublier mon frère de la Sanaga maritime. Nous sommes dans la pure distraction des batailles fratricides politiques, car le trône que vit le président au soir du crépuscule de Crapule, Masok Thomas. Merci à vous pour ces réactions. Vous voulez vraiment, je vous donne 30 secondes. 30 secondes, monsieur Bidoum. Parce que je constate que vous voulez réagir. Allez-y. Moi, je voudrais que, quand vous nous faites le plaisir de nous inviter sur le plateau, c'est pour que vous exprimez. Pour qu'on s'exprime, qu'on dise ce que les Camerounais veulent entendre, ce que les Camerounais disent. Les Camerounais disent et ils ont constaté que le président ne fonctionne plus. Parce qu'on sait qu'un président est en fonction quand il pose des actes de souveraineté. Et on attend. Et la preuve par 4, par 9, que ce n'est pas le président. Le président a seulement lu un discours. Le président n'a jamais dit que je ferai un gouvernement dans les prochains jours. Ceux qui ont écrit ça sont ceux qui plongent le président également dans des difficultés et l'impossibilité de faire un gouvernement. Nous avons fait des élections législatives en 2020. En 2020, on attendait ces élections pour faire un gouvernement et il n'y en a pas eu. Ok, merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, petite transition et puis nous revenons sur un sujet annoncé dans cette émission. A tout de suite. L'additif est obtenu au Mineral Bonis, buvez la vie. Ce plateau pour donc prendre ce sujet phare à l'ordre du jour. Nous parlons donc tout à l'heure du Conseil de discipline du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous nous interrogeons si c'est un signal d'alerte ou alors simple avertissement. Hier, jeudi 22 janvier, pas moins de 5 militants de ce parti étaient devant donc le Conseil de discipline. De quoi est-il question? À quoi donc doivent s'attendre les militants et ceux-là qui sont passés devant le Conseil de discipline? On en parle un peu dans cette émission. Saint-Éloi Bidoum, j'ai tenu à ce que vous soyez dans cette émission, parce que je ne veux pas dire que vous avez été victime, mais que vous êtes quand même passé devant ce Conseil de discipline. À quoi renvoie le Conseil de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? C'est une institution vide de sens. Vide de sens. Pourquoi ils se réunissent aujourd'hui? Ce qu'on a fait au sud hier a été fait à Yaoundé 6 en 2016, où le comité central a envoyé une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y avait un nom inscrit qu'on a lu.
le responsable du comité central a renvoyé la séance pour une autre fois. Et on est revenu 2 mois après. Il y a eu la même chose. Yoki Onana s'est porté candidat malgré le nom venu du comité central. Et la loi étant au-dessus des tests de base du RDPC, parce que les gens veulent souvent faire passer, la loi dit que tout conseiller municipal a la capacité à poser une candidature au poste de maire. Ça, c'est la loi qui le dit. Et ici, on vous demande de respecter la discipline du parti, parce que quand on a désigné quelqu'un, Yoki Onana allé aux élections, il a brillamment gagné les élections et est devenu maire. Et il n'a même pas subi la moindre menace du comité central. Quelque temps après, Saint-Éloi Bidoum s'est porté candidat au poste de super maire. Et on m'a dit que le président de la République avait déjà désigné un maire et qu'il fallait respecter la discipline du parti. J'ai sorti le test de loi qui m'autorise à pouvoir concourir au poste de maire. Et on m'a disqualifié. Le préfet de l'époque, M. Tilaï, peut se retourner dans sa tombe, a tordu le cou à la loi devant tout le monde, a disqualifié les 2 autres candidats. Et résultat des courses, on s'est retrouvé avec un maire qui a été très mal élu. 198 électeurs, 98 voix, 96 voix pour le maire, 2 abstentions et 100 bulletins nuls. J'étais dans l'urne. Ça n'a pas dérangé quelqu'un. On a trouvé l'occasion de me convoquer au conseil de discipline et on m'a infligé une exclusion de 36 mois. Ceux qui avaient fait la même chose que moi ont écopé d'un blâme. Vous voyez que le RDPC est déjà, j'ai dit qu'il a tout d'un parti politique, mais n'est plus un parti politique. Avec M. Kieté comme secrétaire général, ils ont installé des comptoirs au comité central. Il n'y a rien à vendre, mais tout s'achète. Et vous voyez quelqu'un d'autre parler du profil des élus. Et une fois qu'on est passé à la caisse, au comité central, on a des chances d'être investi contre la volonté de la population. Mais c'est quand même assez lourd. La discipline du parti, c'est le dernier, c'est le coup d'état final, le coup d'état politique. C'est-à-dire que il n'y avait que la discipline du parti, cet article-là, pour tenir les gens. Demain, vous allez tenir qui? Yoki Onana l'a fait, on ne l'a pas poursuivi. Saint-Éloi l'a fait, on l'a exclu pour 36 mois. Ndo l'a fait, je ne sais même pas quelle est la sanction qu'on a proposée. Mais toujours est-il que je crois que c'est de la honte qui fait faire. Parce que dans cette salle d'élection, le jour-là, il y avait le frère du président de la République qui accompagnait M. Ndo et sa fille. Et dans la salle, il y avait M. Famondongo qui était représentant du comité central et qui était porteur du pli. Vous voyez quelle humiliation, parce que la loi, c'est la loi. Okay. La loi a juste, je vais terminer. Oui. Je vais terminer. Allons-y. La loi autorisait M. Ndo à être candidat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de la décision du comité central? Il y a eu le cas Alex Mimban, qui a été battu aux primaires la veille, qui est revenu le matin à la charge devant le préfet. Il s'est porté candidat et il a gagné. Et on l'a exclu, on l'a suspendu du parti, mais est-ce qu'on l'a enlevé? Mais Monsieur doit prêter serment. Il est le conseiller régional. Vous voulez, le président du conseil régional, vous ne voulez pas. Il a été élu
devant les autorités administratives. Puisque vous avez le petit livre jaune, comme vous l'appelez, n'est-ce pas, au sein du Rassemblement démocratique au Camerounais, à quoi renvoie, n'est-ce pas, la discipline du parti? Quel article est-ce que l'on peut lire? À quoi renvoie, n'est-ce pas, la discipline du parti? Y a-t-il un article là? Si, il y a un article 31. Article 31. 31. Oui. Constitue une faute disciplinaire le fait par tout membre du parti de contrevenir aux objectifs du parti définis à l'article 2 des présents statuts ou de refuser d'appliquer les décisions prises par ces organes. Constitue également une faute disciplinaire le fait pour un responsable du bureau d'un organe de base de ne pas tenir les réunions statutaires. Ok, merci. L'article 2, là aussi c'est très important. Moi, il faut vous rappeler, on a renvoyé à l'article 2. L'article 2 nous dit le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a pour but de rassembler et mobiliser les populations, de consolider l'unité nationale, de promouvoir le système politique démocratique, du développement, de la sauvegarde des libertés fondamentales. Alors. Ok, merci. Démocratie, liberté fondamentale. Alphonse Ateba Ndoumou, je vous interpelle là, en tant que journaliste, je vous adresse, n'est-ce pas, cette question. Alors, lorsqu'on voit ce qui se passe au sein du RDPC, conseil de discipline, on ne sort pas là simplement, peut-être avec des avertissements, peut-être avec des blâmes ou même des exclusions. Oui, il doit y avoir des conseils de discipline dans chaque parti, mais dans un parti qu'on parle de rassemblement, est-ce que l'on continue véritablement à rassembler au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Écoutez, votre question est complexe. Je vous rappelle que M. Bidoum est un ancien cadre du parti et que lorsqu'il parle des affaires du RDPC, il sait de quoi il parle. On peut le lui concéder. Mais vous devez savoir que toutes les grandes démocraties sont dirigées. Toutes les grandes démocraties du monde sont dirigées. Il n'y a aucune démocratie où l'on se lève, on fait seulement ce que l'on veut. Malheureusement, c'est la vérité. Le problème qu'on pourrait percevoir dans ce qu'annonce M. Bidoum, c'est que la marge d'irrationalité qui doit accompagner le fonctionnement de tout système doit demeurer marginale. Lorsqu'elle devient dominante, au point d'induire une dose d'illisibilité substantielle, on se perd un peu. C'est-à-dire que vous verrez que les sanctions infligées aux membres sont parfois à tête chercheuse. Ça peut t'embarrasser. J'en ai été victime, hein, personnellement. Okay? Vous êtes passé aussi au conseil de discipline? Non, je ne suis pas passé au conseil de discipline, mais j'ai été sommé de respecter la discipline du parti, alors que j'avais battu à plat de couture un candidat sur le terrain. J'ai dû renoncer à mes ambitions pour laisser passer ce candidat recommandé de haut lieu. Donc ça peut parfois avoir quelque chose d'embarrassant. Il faut aller chercher loin pour s'en tenir à cette discipline. Ce que je veux dire, je l'ai dit précédemment dans votre précédente question, précédent plateau, c'est la question de perception. Il ne faut pas négliger les questions de perception. Vous savez, la politique, c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on donne à voir, mais c'est aussi ce que les autres perçoivent. Il est important que le RDPC prenne en compte le fait qu'il est aujourd'hui regardé comme, évidemment, le principal moteur des dynamiques démocratiques camerounaises, avec l'obligation donc de donner l'exemple en tout point de vue. Et de ce point de vue, il y a probablement un effort à faire. Un effort à faire pour assurer, pour convaincre de ce que la rationalité demeure le moteur, tout au moins la raison. Parce que, à bien des égards, on a le sentiment que ceux qui sont nantis d'un certain nombre de capitaux, je ne parle pas au sens financier, ceux qui sont nantis des autres capitaux profitent de leur franchise institutionnelle au sein du parti pour régler des comptes extérieurs aux intérêts du parti. Il faut bien comprendre ce que je dis. On a
des camarades nantis de capitaux autres que financiers, qui peuvent profiter de leur franchise institutionnelle au sein du parti pour fragiliser le parti par des démarches qui ne sont pas loin de ce qui ressemble à des règlements de compte. Le résultat, c'est de fragiliser le parti, de le faire reculer dans son emprise territoriale. Au profit de qui? Au profit d'autres partis, au profit d'autres initiatives, malheureusement. Et notamment au profit de l'abstention. Le cas que l'on évoquait tout à l'heure avec la mairie de Yaoundé est éloquent. Vous avez 198 votants et 100 bulletins nuls. C'est une protestation, c'est un mouvement de protestation important. Et ce mouvement va grandissant dans toutes les sphères de la société, y compris, moi je suis d'une zone enclavée, zone de Yaoundé, dans la Moufafamba là-bas, mais on sent que parfois l'hégémonie étouffante de certains dignitaires dont les exigences de justice et de justesse ne sont pas toujours établies, peuvent induire des mouvements de dispersion qui peuvent nuire au parti, notamment à la veille de l'élection locale. Donc, je résume. Pour le gouvernement tout à l'heure, vous en parliez, pour les sanctions au sein du parti également. Vous savez, moi je ne suis pas juriste pour un sou, d'ailleurs j'ai une dent carrière contre tous les juristes du monde. Parce que je trouve que c'est un triomphe de la ruse. On n'a pas toujours besoin, on n'a pas toujours raison dans cette affaire. On est simplement fort ou plus rusé que l'autre. Que le parti se souvienne que nous, le petit peuple, qui votons, qui militons, qui subissons l'assaut du voisin, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui ne peut pas accéder à l'école, à l'hôpital, qui est frustré, qui va en justice, il perd le procès parce qu'il n'a pas eu les moyens de convertir la justice à ses intérêts, qui va au commissariat et qui se fait broyer alors qu'il avait raisonnablement raison parce qu'il n'avait pas les moyens de s'octroyer la raison qui est aujourd'hui, on va dire, sur un registre plutocratique. Il faut donc faire attention parce qu'il faudrait que nous ayons un refuge. Quand nous sommes frustrés, on se réfugie où? Autrefois, le RDPC devait être notre refuge. Lorsque moi, militant du RDPC, je suis frustré par une autorité judiciaire, une autorité administrative, et même le passant, je dois me réfugier au sein de mon parti pour requérir l'appui de la famille, parce que le parti est d'abord une famille pour se protéger les uns les autres. Or, malheureusement, aujourd'hui, comme on le dit dans un proverbe de mon village, on a le sentiment que nous fonctionnons de plus en plus comme des poissons ou des poulets dans le panier, où les plus grands ont tendance à broyer les plus petits. Ça projette une mauvaise image du parti, une mauvaise image de son leadership, et ça a tendance à parasiter toute la provision historique engrangée par le RDPC au bénéfice du pays. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. On regarde simplement que hier, on a frustré tel, on a sanctionné. Au nom de quoi on sanctionne un militant parce qu'il est zélé? Le propre d'un militant, c'est d'être zélé. Il ne doit pas avoir les révolutionnaires. Le militant doit être zélé pour le compte du parti. Et on doit regarder dans son zèle. Est-ce qu'il est compatible avec les intérêts du parti ou contraire? J'ai le sentiment que lorsque le zèle d'un militant n'est pas compatible avec les intérêts de l'ordinaire de l'étape, on peut le broyer, pas parce que nécessairement c'est contre les intérêts du parti. Voilà. Merci bien. Monsieur Kaldjo, vous venez de suivre Sa Majesté, qui est encore véritablement dans le parti, et puis un ancien militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À les entendre, à les écouter, on dirait le mal est assez profond. Le conseil de discipline doit-il exister? Si oui, à quoi sert-il? Bon, pour moi, le conseil de discipline doit exister. Vous savez que parfois on juge les méthodes d'un parti, ou bien les méthodes disciplinaires sont liées directement aux résultats du parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas discipliné, si le RDPC n'était pas un parti discipliné, le RDPC ne pouvait pas durer longtemps. Et aussi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que la discipline est mise en œuvre par une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux, si je travaille pour les forces de l'ordre, je peux mettre que la discipline. Donc la discipline n'est pas unilatérale. La discipline c'est un instrument qu'une personne plus forte utilise pour les plus faibles.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde le fonctionnement du RDPC... Ce qui veut dire qu'il y a un contraste quand même. Bon, peut-être... Lorsqu'on peut parler de discipline, puisque la discipline... c'est tout le monde qui doit être discipliné. Tout le monde doit être discipliné. La discipline est appliquée si par... vous êtes mon patron aujourd'hui, et vous me dites, moi qui dois monsieur Omba, vous devez être à l'heure. À l'heure. Oui. Je dois vous trouver à l'heure. Pour vous contrôler, il faut que moi-même je sois à l'heure. Voilà. Pour pouvoir vous contrôler. Mais vous ne pouvez pas me contrôler. C'est un peu ça. Moi, je mesure la discipline d'un parti sur sa capacité à pouvoir... Ça nous dit que parfois ça se fait à tête chercheuse. Bon, à tête chercheuse. Ce qui est sûr, c'est quoi? Vous avez parlé d'investiture. Vous voyez qu'il doit y avoir un équilibre entre la base, entre ceux qu'on choisit, maintenant ceux qui ont, comme il a parlé de ressources. Donc il y a toujours, dans tous les partis politiques, parce que le rôle d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir et d'y rester. C'est ça l'objectif. Donc on regarde tous les maillons. Je vais vous poser une question pour aller un peu plus... la base, puisque j'ai voulu faire de ça un sujet aujourd'hui, les critères, le choix, n'est-ce pas, des candidats. Comment est-ce que ça se fait? On parlait d'investiture et autres. Quand même, comment ça se passe? Nous avons parfois 2-3 listes. Et il y a le comité central qui dit, voilà, la liste que nous vous envoyons. Et parfois le consensus même qui doit être fait ici. Où est passée la démocratie dans tout ceci? Oui, vous savez, nous parlons du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Justement, il y a la démocratie au sein du parti et il y a la démocratie. Il a parlé des préliminaires. Où se trouve avant, on faisait les préliminaires. Moi, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Vous savez, si Monsieur Messi, parce que on a attendu, on l'a bien annoncé ici, mais il pourrait vraiment expliquer. Mais je dis une chose, c'est quoi? C'est que s'il y a démocratie, il doit y avoir démocratie au sein du parti. C'est pour cela que les partis, de manière générale, organisent ce qu'on appelle les préliminaires. C'est en fonction de ces préliminaires qu'on présentait souvent un candidat. Maintenant, lorsqu'on présente le candidat, c'est la discipline du parti. Lorsque le candidat lui-même vient déposer sa candidature, là, on n'est plus au niveau des tests du parti, on sommes au niveau de la loi. La loi qui doit trancher, c'est là le problème. Normalement, si on dit que pour être maire, si vous êtes conseiller municipal, ça veut dire que vous remplissez les conditions d'éligibilité. On doit vous laisser vous présenter, parce que c'est ce que la loi dit. Mais maintenant, vous êtes sûr que vous serez sanctionné au sein de votre parti, parce que vous n'avez pas respecté la discipline du parti. Ici, on parle du signal d'alerte ou simple. Moi, je vais revenir sur la question, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi ce rassemblement, pourquoi c'est organiser un conseil de discipline. Je pense que sans discipline, aucun parti ne peut évoluer. On vous a suivi, monsieur Yaya, parce que tout à l'heure, Jean-Paul va nous sera utile, parce qu'on parle un peu de la loi également. Est-ce qu'il n'y a pas, la loi n'est pas, est-ce que c'est pas violé quelque part? En tout cas, ce sera tout à l'heure. Yaya Bello, au sein de l'UNDP, il existe aussi quand même le conseil de discipline. Effectivement. Oui. Comme partout, comme dans toutes les organisations. Mais maintenant, ces sujets que vous posez posent une ou deux problématiques. La problématique de la démocratie dans les partis et également la problématique relative au rapport entre la règle de droit et les initiatives privées ou les accords, disons comme ça, privés, parce que les partis politiques sont également des associations privées. Tout à fait. Même comme elles sont d'utilité publique. Donc, pour la première préoccupation, c'est-à-dire la démocratie dans les partis, c'est un épineux sujet parce qu'il s'est toujours posé, en tout cas dans la plupart des formations politiques, le rapport entre l'élite, c'est-à-dire le sommet du parti et la base. Ceux qui font tout, ceux qui donnent l'argent, ceux qui ont les moyens. Est-ce que c'est la base qui gouverne le parti? C'est-à-dire que lorsque un candidat vient de la base, est-ce que automatiquement la hiérarchie du parti doit l'admettre ou pas? L'accepter ainsi. Ça c'est toujours. Nous avons des gens, des personnes populaires. Voilà. Ça. Que tout, si on doit passer au vote, vous qui venez avec les camions de bœufs et autres là, vous ne pouvez pas les gagner. Mais quand même, oui. Le comité central dit non. C'est des préoccupations qui se posent dans plusieurs formations politiques. Et moi je crois que la réponse est simple. Lorsque l'élite du parti est l'émanation de la base du parti, il ne doit pas avoir de problème.
parce qu'ils vont aller tous dans le même sens. C'est lorsque, comme quelqu'un a dit, nous sommes une créature. Beaucoup n'avaient pas compris à l'époque ce que ça signifiait. C'est-à-dire être créature, on va arriver dans le sujet du Sud là. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit que je suis une créature. C'est-à-dire je n'ai rien fait, je suis juste une créature. C'est-à-dire que il n'est pas forcément l'émanation de la base. C'est-à-dire que c'est le sommet qu'il a. Il a été coopté, comme on le dit. Et il a tous les moyens. Oui, et on voit son dans le avantage. Sud. Oui, on voit dans le Sud ce qui se passe avec cette élite que vous connaissez. Je me souviens l'année passée quand il y avait les consultations au Palais de l'Unité, lorsque la délégation du Sud est arrivée et que ce monsieur également était là, c'était des problèmes. Parce que l'élite, enfin la base dit que nous on ne le connaît pas. Donc il y a cette problématique. Donc je crois que lorsque l'élite du parti, c'est-à-dire les hauts cadres, sont l'émanation de la base du parti, je crois qu'ils ne devaient pas avoir de problèmes. Maintenant, l'autre problématique... Alors vous voulez donc dire que, parce que vous êtes capable d'investir ou alors de donner l'argent pour la campagne, vous pouvez donner, faciliter, n'est-ce pas, un certain nombre de choses, vous avez un droit de décision. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans une formation politique, pour que tout le monde regarde dans la même direction, c'est-à-dire la base militante et l'élite, c'est-à-dire pas l'élite en tout cas, la hiérarchie du parti, pour que tout le monde regarde ensemble, il faut qu'il y ait de la démocratie. Il faut que ceux-là qui sont au sommet du parti soient l'émanation de la base. Okay. Comme cela, il ne doit pas avoir de problème lorsqu'il va falloir faire le casting des élites, des candidats. Ça, c'est le principe que je pose. Okay. Je vais arriver rapidement au cas du RDPC. Allons-y. Je vais d'abord dire la deuxième préoccupation qui me semble être intéressante, c'est-à-dire le rapport entre le respect de la règle de droit, c'est-à-dire la loi, pour dire simple, et les règlements de parti. Qui doit primer? Ça aussi, ça pose souvent des problèmes. Et le maire Saint-Éloi Bidjoum l'a bien souligné. Est-ce que si la loi me permet d'être candidat à une élection, c'est-à-dire je remplis les critères, enfin, disons, prenons le cas récent des élections régionales, c'est-à-dire que tout conseiller régional élu peut se porter candidat. Ça, c'est ce que la loi dit. Maintenant, est-ce que le parti auquel j'appartiens peut venir imposer quelqu'un? Là, on parlait d'une discipline de parti. Voilà donc, ça c'est aussi une problématique très intéressante que la classe politique camerounaise doit réfléchir. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut respecter la loi. Il faut arrêter, il faut faire de la démocratie dans les partis. L'histoire qu'on envoie des plis depuis le sommet du parti pour dire que c'est tel, alors que c'est une expression... Là, c'est même des papiers vierges. Là, j'arrive donc au cas spécifique du RDPC, et en m'appuyant sur ce qui s'est passé dans la région du Sud. Mais c'est un déni de démocratie, il faut le dire. Et la malchance, si je peux dire, entre guillemets, du RDPC, c'est d'avoir été un parti unique, avec la pensée unique. Et que c'est difficile, malgré qu'on ait retourné au multipartisme depuis 1990, de se débarrasser de ces avatars, du centralisme, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas penser différemment. Monsieur Saint-Éloi Bidjoum ici qui est là, il ne peut pas penser différemment de ce qu'on pense, alors qu'il faut un parti politique, on a dit tout à l'heure, un militant, c'est d'abord un monsieur vaillant, un monsieur qui décide, à côté des activités qu'il fait, de s'occuper aussi de la cité, parce qu'on est un homme politique à partir du moment où les problèmes de la cité, vous vous sentez interpellé par les problèmes de la cité. Il n'y a pas une route quelque part, vous vous sentez interpellé à côté de votre travail que vous faites, parce qu'on ne paye pas aussi, les militants des partis politiques ne sont pas salariés, à ce que je sache, même au RDPC. Donc pour dire que, dans le cas du RDPC, ce qui s'est passé au Sud, c'est un cas parmi tant d'autres. On a vu même en 91, quand le président Paul Biya avait annoncé, avait dit à ses militants, préparez-vous au retour au multipartisme. Les gens ont manifesté, les gens du RDPC. Ils ont dit on ne veut pas le multipartisme. Ce n'est pas la première fois. Donc, je dis, ce qui s'est passé là au Sud, pour conclure, pour ne pas le monopoliser la parole, c'est un déni de démocratie, tout simplement. Il faut permettre que la base s'exprime. Ici, là, c'était les conseillers régionaux qui devaient voter parmi eux
une personne, en tout cas le bureau exécutif. On n'a pas à leur envoyer un pli au sommet du parti pour dire que c'est tel. Il fallait laisser que les conseillers municipaux élisent, les conseillers régionaux élisent leur pays. Et c'est ce qui s'est passé. Dans notre parti, vous avez demandé à l'UNDP. Alors, nous sortons. À l'UNDP, on a fait un savant Comment ça se passe entre la base. Actuellement, nous sommes en train d'investir les candidats. D'ailleurs, moi, je sors d'une réunion, je suis dans la commission du Fundi. Ce qui se passe, c'est que chaque militant qui se sent apte à porter sa candidature dépose son dossier, ça demande tout simplement. Et maintenant, la commission examine le dossier. Si la personne remplit tous les dossiers, on prend. Et la base, tout le monde est là. Les membres du comité central, du conseil national, et tous sont là. La hiérarchie n'impose rien. Tout ce que la hiérarchie du parti a à faire, c'est de s'assurer que les personnes qui ont été retenues vous rassemblez tous les critères. Sont aptes à exercer le mandat. Ces personnes sont remplissent les conditions à la fois de l'équilibre sociologique et même du genre. C'est tout. Donc, la hiérarchie n'a pas à imposer à la base militante des personnes. Merci à vous, Yaya Bello. Et j'en viens finalement à Jean-Paul Ntingue, expert électoral. Nous parlons hier déjà, c'était l'actualité, c'est l'actualité, ça reste encore l'actualité. Le Conseil de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelqu'un qui s'est porté candidat démocratiquement et qui a gagné est convoqué au Conseil de discipline. L'on peut se poser des questions. À quoi vous renvoie, n'est-ce pas, le Conseil de discipline? Et directement avec vous, je vais peut-être prendre le dernier volet de la question. C'est un signal d'alerte ou alors simple avertissement? Alors moi, ce que je voudrais dire pour commencer, je rassure M. Saint-Éloi Bidon que je ne suis pas militant du RDPC. Je ne suis d'ailleurs militant d'aucun parti politique. Et ceci dit... Même si vous votez? Oui, je suis citoyen. C'est un droit citoyen. On continue. Alors, ceci dit, je m'incline évidemment devant les témoignages poignants qui ont été apportés par lui-même, ancien militant qui aurait été exclu du RDPC pour indiscipline. Je m'incline également sur ce que Sa Majesté Alphonse Ateban-Doumou, dont je connais les qualités sur le plan professionnel et sur le plan humain. Et je dois... Je déplore quand même la situation. Oui, je déplore également le fait qu'il y ait eu peut-être quelques dérives au sein du RDPC dont je ne connais vraiment pas le fonctionnement interne enfin ceci, parce que je ne suis pas militant de ce parti, mais en tant qu'observateur extérieur et en tant qu'analyste, j'ai pu suivre tous ces événements-là, notamment à l'époque où la question de l'indiscipline de M. Saint-Éloi a été soulevée. C'est exactement dans le même... Il a voulu être président national du RDPC. Oui, je sais. Peut-être c'est par là où non, il a été sanctionné pour avoir voulu passer outre les consignes de la hiérarchie du parti pour se porter maire de ville. Oui, au poste de maire de ville. Et c'est exactement le même scénario qui a été vécu dans le Sud. Le poste de président du conseil. Il faut quand même le dire, comme à la mairie, également lors, n'est-ce pas, de ces élections, on demande toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait également poser sa candidature ou alors quelqu'un qui s'oppose à cette candidature-là. Et au Sud, il y a quelqu'un qui a dit oui, je voudrais poser ma candidature. Je crois que ce n'est que très normal de poser cette question-là. Alors moi, ce que je voudrais ajouter là, pour clarifier un certain nombre d'aspects, uniquement sur le plan juridique, je voudrais déjà préciser que
les partis politiques, au terme de l'article 1er de la loi 90-056 du 19 décembre 1990 qui est relative à la création des partis politiques. Au terme de cet article 1er, les partis politiques sont des associations. Et l'adhésion aux associations est libre. Et tout militant qui adhère à un parti politique doit bien lire les statuts, parce que les statuts d'un parti politique sont la loi qui doit gouverner toutes les activités au sein du parti. Ceci dit, je dois également préciser que le parti politique étant une formation politique dont les objectifs sont la conquête du pouvoir, tant au niveau local qu'au niveau le plus élevé, il y a de manière naturelle une mobilisation interne des ambitions qui conditionne le positionnement et les activités des militants à tous les niveaux de la hiérarchie. Laissez-moi terminer, monsieur Bidou. Alors, toutes ces ambitions-là, notamment, naturellement, créent des antagonismes. Et ces antagonismes doivent être régulés. Et c'est pour ça que chaque parti politique a une structuration interne qui est hiérarchisée. Okay. Et au sein de tous les partis politiques, il y a des règles dans leur statut qui prévoient un certain nombre de comportements que chaque militant doit avoir. Si vous allez au-delà, voilà les sanctions auxquelles vous êtes exposés. L'article 31 des statuts du RDPC qui prévoit des sanctions en cas d'indiscipline. Il y a des sanctions si vous violez les objectifs du parti, que M. Bidou a lu tout à l'heure là. Mais il y a aussi une sanction qui est prévue à l'alinéa 2 de cet article qui dit que le militant du RDPC s'engage à respecter les décisions de la hiérarchie. Et je constate que le RDPC, qui n'est pas un parti politique jeune, qui est d'ailleurs plus ancien que que tous les partis politiques légalisés actuellement au Cameroun, que le RDPC a en son sein des mécanismes de désignation des candidats aux élections par le biais des investitures, que le RDPC a également en son sein, comme beaucoup d'autres partis politiques d'ailleurs, a également des mécanismes de désignation de ceux qui doivent siéger au sein des exécutifs des assemblées, soit locales, soit au niveau national. Et c'est ce qu'on appelle les décisions de la hiérarchie du parti. Okay. Et je constate donc que cet article 31 dit que tout militant du RDPC, au moment où il adhère à ce parti, au-delà de ses ambitions, doit se soumettre aux décisions de la hiérarchie du parti. Alors, si un militant, vraiment c'est une analyse froide, si un militant, le sachant, et je suppose que tous ceux qui ont essayé de passer outre les décisions de la direction du RDPC, donc si un militant, le sachant, décide de se rebeller contre sa hiérarchie, il prend un risque. Un risque qui, pas seulement au RDPC, est susceptible d'entraîner une lourde sanction. Vous vous souvenez du 8-2 du SDF. Et donc, c'est un énorme risque. Et sur le plan judiciaire, puisque nous parlons du point de vue juridique, sur le plan judiciaire, lorsque vous arrivez devant le juge ne se prononcera que sur la base des statuts. Et donc, aux militants du RDPC, donc, pour ce qui est des élections à venir, je conseillerais, s'ils ont accepté
les méthodes internes du RDPC. Qui Continuer ne à sont pas adhérer, contraires à la loi. qu'ils comprennent que Oui, parce que il y a la discipline du parti. Qu'un statut fixe les règles disciplinaires pour un parti politique n'est pas contraire à la loi, sauf si dans les dispositions statutaires, il est prévu des actes qui, sur le plan légal, sont répréhensibles, prévus comme tels par la loi. Mais si ce n'est pas le cas, le parti a librement se choisi sa loi, la loi des partis, et tous ceux qui adhèrent à ces partis ont le devoir de respecter la discipline du parti. Au risque de subir des sanctions disciplinaires. Ok. Je comprends que vous restez tout juste comme enseignant. Mais quand même, je ne suis pas militant. Il y a quand même un problème entre démocratie et discipline du parti, qui est comme, n'est-ce pas, une dictature. C'est-à-dire parce que le rôle a décidé, peu importe ce que vous faites là en bas, il n'y a pas de démocratie. Y a-t-il encore la démocratie? Nous sortons de là en 10 secondes. Oui, en quelques secondes, je voudrais dire ceci. La démocratie ne veut pas dire anarchie. Il y a dans toute structure, dans toute organisation, des règles de régulation du fonctionnement. Et donc, si un parti politique a mis en place des règles qui régulent le fonctionnement interne du parti, tout adhérent devrait pouvoir les respecter. Ok, cette loi, rapidement, avant de passer la parole pour le dernier tour de table. Très rapidement, je crois que les tests de base d'un parti ne peuvent être source de droit que si ces tests sont complémentaires à la loi. À partir du moment où ils sont contraires à la loi, et aucun juge en matière de contentieux électoral n'a destitué un élu qui n'a pas respecté la discipline du parti. Il faudrait que le RDPC organise ça mieux. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer à gérer un parti avec les méthodes d'hier. Prenez un exemple. Vous savez, un parti politique ne doit pas tuer les ambitions de ses militants. Si Yoki Onana n'avait pas persévéré dans sa candidature, est-ce qu'il serait maire aujourd'hui? En train de faire toutes les merveilles qu'on lui reconnaît. Pourtant, le parti avait choisi quelqu'un d'autre. Donc, le peuple avait eu raison d'insister. Et moi, j'avais dit à Yoki Onana, ce jour-là, tu sais ce que c'est que le courage dans l'armée, petit frère? Il m'a dit non. Je lui ai dit, le courage dans l'armée, c'est désobéir à l'ordre d'un général. Comme tu as fait le choix de défier la discipline du parti, alors vas-y jusqu'au bout. Et le président Bongo disait, être responsable, c'est être un homme discipliné. Être un homme discipliné, c'est un homme qui crée un environnement d'hommes responsables. Vous pensez que le RDPC a encore cet environnement d'hommes responsables quand on envoie les généraux sans troupes organiser les renouvellements, organiser les investitures, choisissent qui ils veulent, choisissent ce qu'ils veulent au détriment du peuple. Non, le RDPC doit comprendre avec le problème du Sud, que le dernier verrou politique sur lequel Paul Biya a gouverné le Cameroun a sauté. Ok. Cette loi, je voulais dire à Alphonse Tebandoumou, cette loi dit au sein du RDPC, on doit revoir, n'est-ce pas, les décisions au sein du Conseil de discipline, surtout avec s'appuyant, n'est-ce pas, sur la discipline du parti. Êtes-vous du même avis? J'ai dit lors de la précédente prise de parole que le RDPC a besoin de savoir qu'il est en dialogue avec un environnement. Un environnement qui est en mutation, qui lui assigne des attentes nouvelles.
notamment ancré dans la démocratie, dans le dialogue démocratique, dans l'échange, dans la prise en compte des avis contraires et non pas dans leur broyage. Il faudrait que le RDPC le prenne en compte parce que dans son intérêt, dans l'intérêt du RDPC, il est bon que les sons dissidents soient entendus, socialisés, intégrés et non pas broyés. C'est un choix à faire maintenant. Que les sons... Ça avait commencé lorsque les gens ont fait le livre blanc, lorsqu'on a sorti les progressistes et tout ça. C'était une façon, les modernistes, c'était une façon de permettre que des voix dissidentes soient entendues au sein du parti, ce qui permettait de les prendre en compte et d'enrichir l'offre politique du parti. C'était vertueux. Aujourd'hui, la tendance des administratifs à devenir politique par décret a tendance à broyer le parti. Parce que lorsqu'un fonctionnaire, du jour au lendemain, par décret, se retrouve à la tête d'un appareil politique dont il n'a aucun ressort de contrôle, il essaie d'emprunter du matériau de briques et de broc pour essayer de recruter des légions d'allégeance, etc., etc. Du coup, toute initiative politique alternative, il la vit comme une menace à son décret. De sorte que la fonctionnalisation du parti est l'une des causes du malaise qui a tendance à s'épaissir. Et je reviens à ce par quoi j'ai commencé. Pour ce qui est du gouvernement, pour ce qui est de la discipline du parti, il faudrait qu'on pense que nous sommes dans un environnement ouvert et que nous pensions au-delà de la règle de droit, de nous souvenir que nous sommes en dialogue avec un environnement qui nous assigne de nouvelles attentes, nouvelles exigences. Autrefois, le camarade, le compatriote, l'UNDP l'a dit. Effectivement, à l'époque du parti unique, c'était du centralisme démocratique, comme on le disait à l'époque. La raison était en rôle, en bas on subissait. Aujourd'hui, on a le sentiment que tous les Camerounais ont tellement fait des progrès démocratiques, progrès intellectuels, progrès en liberté. Tout le monde a, à la suite du président Paul Biya, lui-même d'ailleurs, suivi et capté les vents de la liberté. On ne peut pas aller en sens contraire. Ça devient un contresens historique de demander aux gens qui utilisent la liberté qu'on leur a donnée d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser, d'arrêter d'agir. Je pense que le RDPC qui va aujourd'hui vers la conquête des territoires locaux a besoin de mieux rôder sa machine démocratique interne. Parce que là-bas, la preuve, c'est ce qui se passait dans le Sud, c'était une élection locale. Et là, on va aller dans un local encore plus étroit. Il faut que, dès maintenant, le RDPC intègre qu'il y a des dynamiques locales qui ont besoin d'être prises en compte pour que le parti soit plus fort. Non pas pour que les fonctionnaires locaux soient plus forts que le parti. Alphonse Atebandou, en 15 secondes, que risque le RDPC s'il continue à persister sur, n'est-ce pas, la discipline du parti et avec, n'est-ce pas, ces interpellations ou alors ce conseil de discipline? Oh, le RDPC est un parti démocratique. Il est ouvert au dialogue. Il écoute ses militants. Il a écouté ce que je viens de dire. Ça va bien se faire. Que risque le RDPC? Le RDPC risque de m'écouter ce soir. Il va bien le faire. Merci bien. L'implosion. L'implosion. C'est là. Parce que dans le Sud, on a vu, tout le monde a vu le frère du chef de l'État. Le RDPC a vu ce qui a failli se passer et va le prendre en compte. Non, cette espérance-là est nulle. Mais on a vu le frère du chef de l'État accompagner sa fille et son neveu dans la dissidence au sein du RDPC. C'est la preuve que le RDPC est un environnement de démocratie. Et on a vu humilier un ponte du régime qui était porteur d'une enveloppe. Preuve complémentaire que le RDPC est un environnement de démocratie. Merci bien. Nous le savons déjà. Il risque pas l'implosion, il risque le dialogue démocratique. Le dialogue démocratique, vous parlez de l'implosion. Kajop, que risque le RDPC avec ce conseil de discipline et surtout ce fameux... on parlait, n'est-ce pas, de cette enveloppe, n'est-ce pas, qui est toujours envoyée. Non, je pense quand même que les méthodes sont en train de vouloir peut-être que changer. Parce que vous savez, si le RDPC ne tient pas en compte l'évolution... Il y a moins de mois ou quelques semaines encore. Si le RDPC... C'était l'enveloppe
je pense, fermé. Je pense que si le RDPC ne tient pas en compte l'évolution et aussi le changement de ses méthodes au niveau stratégique, je pense qu'on peut arriver à ce que M. Éloi est en train de dire. Mais compte tenu du fait que ce qu'il est en train de dire est pertinent, que le RDPC c'est une partie qui écoute vraiment et qui est prêt à se régénérer. Parce que si vous êtes pérenne, si vous avez une ambition de pérenniser votre structure et que vous n'écoutez pas, le résultat sera là. Mais tant que vous êtes toujours dominant, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut quand même garantir que vous écoutez un peu. Même si vous n'écoutez pas tout le monde. Donc je pense qu'à ce titre-là, parce que moi, je mesure l'efficacité d'un parti sur ses résultats. Les méthodes... Donc, ce qui s'est tenu hier, c'est pour un avertissement. Je pense que ce qui... Bon, c'est un avertissement. Je pense que qui n'a pas été perçu du tout. C'est la lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre l'avertissement et la lettre. La lettre est souvent formelle. Le conseil de discipline, c'est à la suite, n'est-ce pas, de cette lettre-là. Oui, je dis ceci quand on vous... Et M. Ndo a dit non. La démocratie, allons-y. Oui, terre à terre. Moi, je dis que lorsqu'on sortit d'un conseil de discipline, on connaît si c'était la lettre ou bien c'est l'investissement. Lorsque au sorti de ce conseil de discipline, on a un résultat. Lorsqu'on a déjà les sanctions, c'est que ce n'est plus la lettre. La lettre a pour rôle de vous recadrer, de vous demander de... C'est un signal d'alerte ou alors un simple avertissement? Non, je pense que c'est un signal d'alerte. Parce qu'on n'a pas encore dit... C'est un appel à un surcroît de modernisation. Surcroît, comment vous devez vous comporter. Parce que si on vous convoque, si votre chef vous convoque au bureau, et vous dit comment vous devez faire sans toutefois avoir un communiqué ou bien quelque chose de formel. Ça veut dire que c'est la lettre. Lorsque c'est un investissement, on sort quelque chose qui montre que c'est un investissement. Ok. Donc si ça sort, si demain ou après-demain, on a les sanctions de ceux qui ont été convoqués, là, ça veut dire que ça sera... Il y aura le communiqué final. S'il n'y a pas de communiqué, ça veut dire que c'était la lettre. Je vous rappelle que c'est moi qui étais de ce côté-là. Nous avons attendu toute la journée. Mais personne ne pouvait ne rien. On veut demander à tout cela de... Cette loi, 15 secondes avant que Bello prenne la parole. Juste pour dire que mon fils, vous avez un âge où vous devez avoir des rêves et des espoirs. Et ce qu'on est en train de voir là ne suscite ni rêve ni espoir. Le RDPC est embarqué dans un navire qui est en train de chavirer. Qui est en train de chavirer si on ne dit pas la vérité. Parce que au RDPC aujourd'hui, pour avoir un poste ou quelque chose, nous on a travaillé, hein. Tout le travail que nous avons fait, ce n'est que le nom que nous avons aujourd'hui. Quand vous passez en route, quelqu'un vous reconnaît et vous dit que vous dites des choses. Mais le RDPC ne favorise plus tout ça. Il faut donc aujourd'hui que le président, si d'aventure il a encore la main, qu'elle pèse et de manière lourde. Mais sachez que les sanctions que le RDPC peut infliger à un élu sont nulles et de nulles. Merci bien. Merci bien. On se pose bien la question, on attend bien le communiqué final, n'est-ce pas, du conseil de discipline d'hier. Quelles sont les sanctions infligées aux militants qui étaient, n'est-ce pas, devant ce conseil de discipline, et surtout M. Ndo, Gervais Ndo, qui a été installé ce jour, n'est-ce pas, comme président du conseil régional du Sud. On se pose donc la question, quelles seront, n'est-ce pas, les résolutions ou alors les sanctions? Oui, Yaya Bello, nous sortons de ce... Oui, je veux dire tout simplement que si j'étais au quartier, j'allais dire que ça c'est le CCA, tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un au comité central a voulu imposer sa personne et ça n'a pas marché, tout simplement. Et dans une démocratie, on ne peut pas faire une démocratie sans des démocrates. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser des méthodes de la dictature, il faut qu'ils disent les choses de façon claire. Ceux qui pensent que dans une démocratie... Vous voulez dire que la discipline du parti, c'est la dictature? Non, j'arrive. On a fait les théories tout à l'heure. Allez-y. Maintenant, on est pragmatique, on est pratique. Ok. Ceux qui pensent que dans un parti même qui s'appelle Parti de démocratie, je crois que c'est le Rassemblement
démocratique. Dans un pays qui se veut démocratique. Alors vous avez des gens qui veulent utiliser en démocratie des méthodes dignes de la dictature. D'où vient-il que dans un processus électoral, c'est-à-dire que dans un collège électoral où on est censé élire quelqu'un, vous envoyez une enveloppe avec un nom. Ça, ce n'est plus la démocratie. C'est même une injure au président national. Même le président Paul Biya lui-même l'a dit plusieurs fois quand il préparait les Camerounais et ses militants à aller en démocratie. Il leur disait, préparez-vous à la concurrence. Bon, ça c'est externe. Il leur disait, en démocratie, il n'y a pas de dauphinat. C'est-à-dire que ce n'est pas le leader actuel qui choisit. C'est le peuple. Dans une élection, c'est le collège électoral qui choisit la personne qu'on veut élire. Dans le cas d'espèce, M. Ndo, bon, que je ne connais pas particulièrement, il a posé sa candidature. Et le collège électoral qui était là, les conseillers régionaux, l'ont voté. Où est une faute là? La faute est où ici? Sa faute, c'est d'avoir été élu au détriment de celui qu'on a mis le nom dans l'enveloppe. Non, ça, ce ne sont pas des méthodes démocratiques. Et aujourd'hui, les Camerounais, quels que soient les bords politiques dans lesquels nous sommes, nous ne pouvons pas accepter que dans une démocratie, on utilise encore les méthodes de la dictature. Ça ne se passe pas. Et heureusement, à l'UNDP, le parti a toujours été démocratique. Parce que s'il y avait eu des problèmes, vous devez être au courant. Aujourd'hui, on ne cache rien. On ne cache rien. On a fait les investitures là aussi aux élections régionales. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu un problème? On ne cache rien aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on rompe avec cela. Dans un parti politique, le pouvoir vient de la base. Et les gens qui disent qu'ils sont des créatures, c'est normal qu'ils se comportent comme ça. Vous êtes étonné quand ils se comportent comme ça? Ils disent qu'ils sont créatures, c'est parce qu'ils pensent que c'est un décret du président national qui les a imposés à la base. Et je vous ai dit la situation qui s'est passée, la scène qui s'est passée au Palais de l'Unité, quand la délégation du Sud est arrivée. On a dit, ce monsieur, nous, la base, nous ne le connaissons pas. Merci. C'est moi qui peux mieux développer cela parce que moi, j'étais... Vous avez vu la scène présent. Ça veut tout dire. Sa Majesté. Oui, je voulais juste dire que pour le RDPC, ce que décrivent M. Bidoum et le frère traduit simplement la mauvaise emprise de certains fonctionnaires sur le fonctionnement du parti. Parce que les enveloppes ne sont pas un problème. Les enveloppes ont toujours existé pour faire des recommandations. Mais lorsque la discipline du parti est bien organisée, on n'a pas besoin de voir arriver une enveloppe. Parce que le parti doit avoir des méthodes internes de diffusion de ces informations à travers ses militants pour faire respecter. Lorsqu'on voit une enveloppe de souveraineté arriver, on n'est plus en démocratie. Ça veut dire que les animateurs locaux du parti doivent améliorer leur compétence à animer le parti pour savoir diffuser les messages du parti. C'est ce qu'on appelle les patrons départementaux, les patrons régionaux. Il faut qu'ils apprennent à comprendre que le parti n'est pas une administration, mais un appareil de conquête et de conservation du pouvoir qui s'anime au quotidien. Bref, d'où viennent les enveloppes? Les enveloppes sont un révélateur d'externalité. Parce que lorsque le représentant local, régional ou départemental du parti anime bien son parti, il reçoit cette enveloppe, ça se diffuse dans le corps du parti sans faire des vagues. Ces massues qui tombent le jour du vote par des voix des personnes extérieures sont la cause du marasme au sein du parti et traduisent la mauvaise emprise des fonctionnaires mal préparés au jeu démocratique dans le fonctionnement du parti. Et surtout que le RDPC ne prend pas en compte les volontés de la base. Lorsque les animateurs locaux feront bien leur travail, ils sauront faire remonter au niveau du comité central les volontés locales. Je vous dis qu'il y a un maillon manquant. C'est ce maillon manquant qui crée l'impression des enveloppes d'oppression. Lorsque la relation est huilée entre la base et le sommet à travers les intermédiaires locaux, les émanations de la base sont transférées. Et lorsqu'il y a un débat, il devient un débat technique interne. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est que cette relation-là n'est pas huilée.
ce que la base veut, le sommet ne le sait pas. Et Est-ce ce qu'on que a le sommet donc- choisit, la base n'est pas Est-ce d'accord. qu'on a donc tiré les leçons Je vous ai de la dit, dernière son présidentielle? fondement, le RDP, c'était déjà un parti démocratique. Merci. Ouvert au dialogue, au sein On de ses organes. on vous a suivi. Alors, nous allons sortir avec vous. Conseil de discipline, c'est normal. Dans chaque instance, dans chaque parti, il y a donc cette instance-là. Mais ce qui se passe là en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas de déphasage entre la démocratie et la discipline du parti? Le conseil de discipline qui s'est réuni hier. Et nous avons là devant les législatives et municipales. Est-ce pas un danger pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Ça peut être un danger dans la mesure où la base qui observe n'est certainement pas d'accord avec un certain nombre de pratiques qui se sont installées au sein de cette formation politique-là. Si je me réfère au dire de ceux qui ont milité. Moi, Alors, si vous vous référez à ceux qui ont milité, Alphonse Ateban Boumou dit c'est une fenêtre à la véritable démocratie. Saint-Éloi Bidoum, il dit nous sommes face à l'implosion. Mais je pense quand même que si les choses s'organisent bien au sein du RDPC, les militants devraient être informés, éduqués sur les méthodes internes, de manière que lorsque la hiérarchie décide... Le militant d'aujourd'hui, ce n'est pas le militant d'hier. C'est pour ça qu'il y a un Le problème. militant d'aujourd'hui Oui, est celui-là qui comprend. Je comprends très bien que... Qui sait que non, qui a compris qu'il y a, cette Je démocratie. comprends très bien que... De la démocratie, est-ce qu'on doit encore me dire Je comprends très bien on que- doit m'imposer une certaine volonté? Je comprends très bien que les choses ont évolué et que les règles démocratiques qui s'imposent d'ailleurs aux partis politiques pour leur fonctionnement et pour leur rayonnement soient devenues impératives, d'autant plus que elles sont l'émanation de la volonté populaire, de la volonté de la base. Mais je continue de dire que chaque parti politique fonctionne selon ses statuts. C'est ça la loi du parti. Peut-être qu'il y a Vous êtes expert. Peut-être qu'il y a Nous pas sommes face à une On a situation. dit qu'il y a des enveloppes qu'on doit Peut-être qu'il y a, envoyer peut-être avec les qu'il- noms. non, je ne- Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir quand peut-être qu'il même? n'y a pas, Il y en a peut-être qu'il n'y pas. a pas suffisamment de dialogue entre les responsables et la base. Non, moi je n'accorde aucun crédit à ce que M. Bello appelle les... Vous avez parlé de quoi? Les plus fermés. Les plus fermés. C'est antidémocratique. Non, Ça les ne se plus fait pas. fermés ne sont Les statuts pas... des partis ne les prévoient plus pas ça. fermés ne sont pas Si forcément... vous parlez strictement du respect de... Les du plus règlement, fermés ne il y sont en a pas forcément antidémocratiques, parce qu'il s'agit des décisions de la hiérarchie. Maintenant, il est important que la décision prise par la hiérarchie soit acceptée par la base. Et lorsque la base... Alors, lorsque la base il dit quoi? Il faut aller au conseil de Permettez-moi de chuter. Lorsque cette Alors, base... si la base, Oui. si la base n'accepte pas la décision de la hiérarchie, ça veut dire qu'il y a un problème Ok. de communication. Je voudrais terminer par là. Ça Alors, veut dire qu'il y a un oui. problème de communication entre le sommet et la base. Et le sommet doit tirer les leçons de cette mésentente, de ce malentendu-là entre sa base et lui. J'espère que l'alerte est donnée. Mais l'alerte est donnée et le RDPC doit certainement se réinventer, même si je constate que sur le RDPC à 40 ans, je crois, sur une quarantaine d'années, il y a eu beaucoup de débats à l'intérieur de ce parti. Moi, je suis observateur extérieur et il y a eu du vent nouveau dans des vieilles outres.
il y a eu le débat avec les progressistes, les modernistes. Je crois qu'il y a même eu un livre blanc. Et si le RDPC n'a pas tiré les leçons qui s'imposent, je pense qu'il y a effectivement lieu de craindre que, au fil du temps, le RDPC perde une partie de sa base. Non. Merci. Et donc, d'où la nécessité de se réinventer. Ok. En 15 secondes. D'où la nécessité de se réinventer. Pour dire que si vous vraiment, permettez que vous parlez en 15 secondes. Seulement 15 secondes. Oui, mais moi, je ne comprends pas cette façon d'analyser la situation. Non. Elle n'est pas objective. Je dis tout simplement parce que si vous parlez de respect des textes du RDPC, les textes, les statuts qui sont là demandent que le RDPC organise un congrès ordinaire chaque 5 ans. Depuis quand il n'y a pas eu de congrès ordinaire au RDPC? N'est-ce pas là aussi il y a une violation des textes du parti? Mais soyons objectifs quand on analyse. Ok, merci. Merci. En 2 secondes. Voilà les tests de base du parti. J'ai suivi ce débat. Nous avons la preuve que ces tests ont besoin d'être réécrits. Absolument. Absolument. Mais moi, j'ai suivi ce débat au sein du RDPC. Permettez qu'il... Il a 15 secondes, allons-y. Ah, d'accord. Ces tests ont besoin d'être réécrits. Réécrits d'un. De deux, il va falloir que le RDPC change son mode de désignation des élus. De ses candidats. Ils ont 2 leviers. Le levier de l'investiture et le levier des primaires. Alors, le levier des investitures se rapproche plus de la démocratie, de la dictature des élites. Le levier des primaires se rapproche plus de la volonté populaire. Alors, si les investitures ont montré leurs limites, essayons revenons aux primaires où tout le monde se sentira concerné. Merci. Sinon, juste 2 secondes. Sinon, implosion. Merci. 2 secondes, s'il vous plaît. Ça va. Juste 2 secondes. Ça va être. Nous avons bouffé le temps de l'autre. Non, juste 2 secondes. Je voulais dire que j'ai suivi le débat sur la non-convocation du Congrès. Et je veux dire ici ce que j'ai entendu de la bouche des cadres du RDPC, qui disent que les statuts actuels permettent que, je crois, le bureau politique prenne des dispositions. C'est grave, ça. Écoutez, voilà c'est pour ça qu'il faut tout ça. Non, ce sont les textes. Il y a des personnes décédées, il y a des personnes... Ce sont des textes qui vous disent qu'il y a des instances qui peuvent prendre des mesures provisoires. Pourquoi provisoire? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et je dis donc que je suis d'accord avec M. Saint-Éloi Bidou qui dit qu'il faut réécrire les textes. Mais jusqu'ici, si je m'en tiens à ce que les cadres du RDPC disent et à ce que j'ai vérifié dans leur texte, ce qui a été fait est conforme au statut et conforme à la loi. Peut-être qu'il suffit simplement de réécrire ce texte-là pour ne plus permettre qu'en l'absence d'un congrès, une autre instance puisse se substituer au congrès. Merci. Même si nous n'allons pas traiter le sujet à fond, nous allons quand même dire un mot sur Yaoundé, qui cherche, n'est-ce pas, enquête, n'est-ce pas, d'une image propre. Oui, cette loi, non pas cette loi, je voulais dire. Alphonse Atebandou, vous ne voulez pas parler de ce sujet? Non, c'est Yaoundé qui est envahi par les poubelles. Ce que je dois observer, c'est que les désordres urbains à Yaoundé sont d'essence politique. Sont complètement un phénomène politique. Je vais vous prendre 1 ou 2 exemples. Chaque fois que des gens s'installent sur les flancs de collines, et quand le déguerpit, tu as compté le nombre de leaders politiques qui protestent pour les attaques aux faciès, pour les déguerpissements aux faciès, lorsque les gens occupent les emprises routières, pour empêcher qu'on garde les voitures, et qu'on vienne les chasser. Vous avez d'autres qui se lèvent le lendemain pour protester, pour faire des pétitions. Or, dans tous les pays du monde, personne ne s'installe partout comme il veut.
Dans tous les pays du monde, on laisse des trottoirs pour les voitures. Dans tous les pays du monde, on respecte... La faute à l'incivisme des... La faute à l'incivisme. Je vous prends le cas concret d'un monsieur encore vivant qu'on appelle Tumevuna. Dès qu'il vous a mis un peu d'ordre à Yaoundé, vous l'avez viré à la mairie de ville. Bello, Yaoundé, à la recherche, à la quête, n'est-ce pas, d'une ville propre. Certains trouveront que c'est un débat qui n'a pas lieu, peut-être dans d'autres pays. Nous, je rappelle que nous sommes dans la capitale politique. C'est encore plus grave. J'ai un ami qui va arriver là de l'Afrique du Sud dans 2 jours pour voir Yaoundé. Je ne sais pas où je vais l'amener. Je ne sais pas. Peut-être je vais seulement le garder dans son hôtel. Parce que Yaoundé, la capitale d'un pays, un grand pays comme le Cameroun, moi j'ai honte. J'ai honte. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout est fait pour que Yaoundé soit juste un grand village. Un grand village tout simplement. L'incivisme, il a parlé de l'incivisme. Aujourd'hui, c'est incroyable à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il y a encore un autre phénomène qui est venu se rajouter, le phénomène des motos qu'on ne connaissait pas avant à Yaoundé. Bref, j'ai dit, c'est une affaire de gouvernance, d'une mauvaise gouvernance. Et le gouvernement a donc tient cela à main, et puis à travers le ministre de l'administration territoriale qui a rassemblé autour de lui cette semaine les 7 maires de la ville de Yaoundé et le super-maire, si on peut l'appeler super-maire, ou alors le maire de la ville de Yaoundé, et toute l'administration du Funzi. C'est la preuve que la gouvernance en la matière a failli. S'il fallait que c'est le ministre de l'administration territoriale qui se gère sur les questions de salubrité, vous voyez qu'on a peut-être touché le bas cette fois-ci, j'espère. Parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ces questions ces dernières années. Vous vous souvenez que, je crois, l'année passée, le Premier ministre lui-même avait convoqué tous ceux qui étaient concernés par le dossier, notamment la ministre de la Ville, le ministre de la Décentralisation et tous les maires. Est-ce que vous avez vu que la situation a été résolue définitivement? Vous allez trouver une solution pour votre ami qui arrive de l'Afrique du Sud. Saint-Éloi Bidoum, nous cherchons à avoir une ville propre. Est-ce que ça doit être véritablement un débat aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce que l'insalubrité a atteint le seuil intolérable. J'avais commis un article il y a plus de 20 ans, il y a une des villes poubelles. Et c'est en train de nous rattraper. La faute à qui? Yaoundé est devenu, effectivement, la faute au test. Il y a un déficit textuel. Je vais vous prendre un exemple. La direction de l'aménagement du territoire est logée au Minepat. Elle est sous la tutelle du MINAT. Et l'aménagement du territoire s'organise au ministère du Développement urbain. Alors que cette direction devrait être renvoyée désormais à la décentralisation. Vous voyez donc qu'il y a vraiment... C'est terminé. En 1 minute. Il y a le journal qui... En 1 minute. Non, pas 1 minute. En 1 seconde. Oui. En 1 seconde. Oui. Les maires ont besoin aujourd'hui de la gestion des ordures. Il faut remettre la gestion des ordures aux communes. Parce que quand on a créé la décharge d'un Kolfoulou, un Kolfoulou est à 35 km du quartier Johannesburg à Yaoundé 6. Ok, c'est la décentralisation. Il faut. Merci. Merci à vous, Kaljob. Vous voulez vraiment dire, c'est 5 secondes. Oui, moi, je vais dire. Puisque vous sanctionnez, Jean-Paul reviendra. Je veux dire que vraiment, il y a une responsabilité qui est collective. Que ce soit au niveau stratégique de l'État, que ce soit au niveau des collectivités territoriales décentralisées, que ce soit au niveau des personnes. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Quand vous êtes mon patron, qui doit montrer. Nous tous, nous avons, parce que vous savez que le problème de salubrité, c'est un problème qui dépasse le niveau des partis politiques. Merci. Jean-Paul, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous tous, Sa Majesté. Vous devrez être au village en ce moment, mais vous avez accepté
être des nôtres. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous très prochainement. Retrouvez lundi Jean-Jacques Zé dans son exercice. Merci également à toute l'équipe. Retrouvez le journal tout à l'heure à 19h en français et 20h 19h en anglais et 20h en français. Au revoir.